Mon père m'a envoyé un message, rentre à la maison. Cette famille a besoin de toi. C'était après avoir été renié, pour avoir prétendument terni l'image familiale. Alors, je lui ai répondu, c'est toi qui as ri le plus fort, quand j'ai franchi la porte de cette maison. Ma famille ne vit que pour les apparences. Nous parlons d'un clan tout entier, littéralement obsédé par tout ce qui brille. Mes parents possèdent une chaîne de bijouterie, le genre d'endroit où les riches vont dépenser l'équivalent d'un an de loyer, pour un objet qu'ils ne porteront que 2 fois. Pour eux, les bijoux ne sont pas qu'un simple commerce. C'est leur identité. Et apparemment, je suis la tache, celle qui vient ternir leur image parfaite. Ce n'est pas comme si j'étais un bon à rien, passant mes journées à jouer aux jeux vidéo dans la cave. Loin de là. J'ai ma propre entreprise, spécialisée dans la conception et la personnalisation de vélos haut de gamme. Je ne parle pas du genre de vélo qu'on achète dans un magasin de sport. Ce sont des machines élégantes, fabriquées à la main, avec un souci du détail hallucinant. Des vélos qui coûtent plus cher que certaines voitures. Mes clients sont des PDG, des célébrités, ou des collectionneurs, tous à la recherche d'une pièce unique. Mais, voici le truc, je fais profil bas. Je ne conduis pas de voiture tape à accent grave-l'œil, et je ne porte pas de montreur de prix. Mon atelier ne se trouve pas dans un parc d'affaires rutilant. Il est situé dans un vieux bâtiment industriel, que j'ai acheté comptant. Mon équipe est petite, composée de quelques personnes de confiance, et nous produisons des vélos pour lesquels il y a une liste d'attente de 6 mois. Ma famille, elle, ignore tout de cela. Pour eux, je ne suis que le gars qui a préféré un hobby, plutôt que l'entreprise familiale. En grandissant, mes parents ont clairement montré ce qu'ils valorisaient le plus, le succès, l'argent, et le maintien des apparences. Mon grand frère, Ethan, a été préparé pour reprendre l'empire de la bijouterie. Il maîtrise à la perfection son rôle d'aîné, l'enfant prodige de la famille. Vanessa, ma sœur, est leur fierté absolue, simplement parce qu'elle a fait un riche mariage. Et puis, il y a Daniel, le petit dernier. Il ne peut jamais rien faire de mal, même s'il se contente de vivre sur le nom de la famille. J'imagine que j'étais condamné d'avance. Je ne voulais pas de ce qu'ils voulaient. Ils aimaient la lumière des projecteurs, ce besoin constant de réseauter, et la pression de maintenir cette image de famille parfaite. Moi, je détestais ça. Quand j'étais enfant, je m'éclipsais de leurs stupides galas et dîners de charité, pour bricoler tout ce qui me tombait sous la main. Des radios cassées, de vieux vélos, tout ce qui était mécanique. C'est comme ça que j'ai trouvé ma passion. Plus je grandissais, plus il devenait évident que je ne rentrais pas dans le moule. Mes parents voulaient que je rejoigne l'entreprise familiale, mais je ne pouvais rien imaginer de pire. Vendre des bijoux à des gens, qui se soucient davantage du prix que du savoir-faire artisanal. Non merci. Je voulais construire quelque chose qui ait du sens. Alors, après l'université, qu'ils n'ont payé que parce qu'ils pensaient que je finirais par retrouver la raison, j'ai commencé à travailler sur mes designs de vélos. Au début, j'étais seul dans mon garage. Mais la demande a vite augmenté. J'ai tout investi dans mon entreprise, mon temps, mon énergie, mon argent, et cela a payé. Mes créations ont commencé à se faire remarquer, et soudain, j'ai eu des clients prêts à dépenser des sommes ridicules pour mon travail. Et c'est là que ça devient drôle. Ma famille sait que je suis à mon compte, mais ils pensent que je joins les 2 bouts avec difficulté. Ils n'ont aucune idée de mon succès, tout simplement parce que je ne m'en vante pas. Je conduis une voiture ordinaire, je m'habille normalement, et je fuis leurs petits événements mondains comme la peste. Ils voient mon mode de vie discret comme la preuve de mon échec. La vérité, c'est que je gagne mieux ma vie que tous réunis. Mon entreprise a atteint les 7 chiffres. J'ai des partenariats avec de grandes marques, un atelier complet pour des mois, et une réputation qui s'étend à l'international. Mais rien de tout cela ne compte pour eux. Car, à leurs yeux, le succès n'est pas réel, à moins de le porter au poignet, ou de le garer dans l'allée. À chaque fois que je leur rends visite, c'est la même rengaine. Ethan se vante de son dernier partenariat stratégique, ce qui est juste une façon chic de dire qu'il a signé un contrat préparé par notre père. Vanessa glisse des allusions sur sa vie fabuleuse, qui consiste surtout à jouer les mondaines. Daniel se comporte comme un étudiant de confrérie, un gars qui n'a jamais dépassé ses années de gloire universitaire. Et moi, j'ai droit au faux sourire poli, accompagné de commentaires passifs-agressifs sur mon potentiel. Toujours sur tes vélos, demande souvent mon père,
avec ce ton qui hurle la déception. Ouais, je réponds, en faisant court, car il ne sert à rien de m'expliquer. Une fois, Vanessa m'a carrément demandé si j'avais besoin d'aide, pour trouver un vrai travail. J'ai ri, en lui disant que tout allait bien, mais elle m'a lancé un regard, comme si elle venait de me rendre service en me le proposant. Le pire, c'est qu'il ne pose même pas de questions sur mon entreprise. Pas vraiment, en tout cas. Il suppose que c'est une phase qui va me passer, comme si j'étais un adolescent qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est insultant, mais c'est aussi un peu hilarant. Ils sont tellement enfermés dans leur propre monde, tellement convaincus que leur façon de faire est la seule valable, qu'ils ne voient même pas ce qui se trouve juste sous leurs yeux. J'ai gardé mon succès pour moi, et ce, pour une bonne raison. Ce n'est pas que je le cache. C'est juste que je ne ressens pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Mon travail parle de lui-même, et les personnes qui comptent connaissent la vérité. Mes clients respectent ce que je fais, mon équipe est incroyable, et j'ai construit quelque chose dont je suis sincèrement fier. Je n'ai pas besoin de leur validation, et je n'ai absolument pas besoin de leur approbation. Mais le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas de me laisser vivre ma vie. Ils lâchent des sous-entendus, de petits commentaires subtils, sur la façon dont mes choix reflètent l'image de la famille. Apparemment, ne pas faire partie de l'entreprise de bijouterie est une sorte de trahison. Ils agissent comme si je leur devais quelque chose, comme si je les laissais tomber en ne rentrant pas dans le rang. Lors d'un des dîners de ma mère, Ethan m'a coincé pour me faire la morale, sur l'héritage familial. Il a littéralement dit, tu es avec nous, ou contre nous. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Contre vous, sérieux? J'essaie juste de vivre ma vie. Et puis, nous y voilà. Un SMS de mon père. Court et cinglant, réunion de famille. 20h. Sois là. Alors, je me suis présenté à cette réunion de famille, totalement préparé à subir une sorte de sermon, ou peut-être même une dispute. Mais je n'étais pas préparé au cirque qui m'attendait. Dès l'instant où je suis entré dans la maison, j'ai pu sentir la tension dans l'air. C'était comme monter sur une scène, où le scénario avait déjà été écrit, et j'étais le seul à ne pas l'avoir lu. Mon père a ouvert la porte, et m'a lancé ce regard désapprobateur, de la tête aux pieds, comme s'il était déjà agacé par ma seule existence. Il n'a même pas dit bonjour. Au lieu de cela, il a simplement marmonné, tu es en retard, et il s'est écarté pour me laisser entrer. Pour situer le contexte, la définition du retard, pour mon père, c'est d'arriver avec moins de 10 minutes d'avance. Donc, oui, j'étais techniquement à l'heure, mais pour lui, c'est comme si j'avais 1 heure de retard. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Ça ne servait à rien. J'ai juste haussé les épaules, et je suis entré. La maison était exactement la même que d'habitude. Impeccable, luxueuse, et totalement dépourvue d'âme. Tout, à l'intérieur, hurlait, regardez combien nous sommes riches. Depuis l'immense lustre en cristal dans le hall, jusqu'au salon parfaitement mis en scène, que personne n'utilisait jamais. Tout n'était qu'un vaste spectacle. Et en parlant du salon, c'est là que tout le monde était réuni, assis en un parfait petit demi-cercle, comme s'il s'apprêtait à tenir une conférence de presse. Ethan était d'un côté, vêtu de son habituel uniforme décontracté chic, comme s'il sortait tout juste d'une réunion du conseil d'administration. Vanessa était perchée à côté de lui, faisant défiler l'écran de son téléphone, probablement pour faire semblant d'être occupée. Daniel était affalé dans un fauteuil, l'air de n'avoir aucun souci au monde. Mais je le connaissais assez bien, pour voir qu'il savourait le drame qui allait se jouer. Et puis, il y avait ma mère. Assise sur le côté, tel un arbitre nerveux, elle se tordait les mains. Elle m'a offert ce sourire crispé, celui qu'elle utilise toujours quand les choses sont sur le point de devenir gênantes. Et bien sûr, il y avait ma chaise, celle qui m'était désignée. Un siège unique et solitaire, placé stratégiquement au centre de la pièce, face à eux tous. Il était si évident qu'il s'agissait d'une embuscade, que j'ai failli éclater de rire. Failli. Mon père n'a pas perdu de temps. Dès que je me suis assis, il a lancé son discours. Il a parlé de l'importance de l'unité familiale, et de la préservation de l'héritage. C'était très officiel, très répété. Ethan est intervenu à un moment, utilisant des expressions comme « stratégie à long terme » et « image de marque ». Cela m'a fait lever les yeux au ciel si fort, que j'ai cru qu'ils allaient rester bloqués. Vanessa n'était pas en reste, ajoutant des commentaires sur la façon dont mes choix étaient problématiques,
et sur la manière dont il se reflétait sur la famille dans son ensemble. Elle n'arrêtait pas d'utiliser des mots comme « réputation » et « statut », comme si c'étaient les seules choses qui comptaient. Daniel n'a pas dit grand-chose, mais il n'en avait pas besoin. Il restait assis là, avec son sourire en coin, comme s'il regardait sa série télé préférée. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai juste laissés parler, hochant la tête de temps en temps, pour leur faire croire que j'écoutais. Honnêtement, c'était assez fascinant de voir à quel point ils avaient mis de l'énergie dans tout ça. Ils pensaient vraiment organiser une sorte d'intervention, comme s'ils me sauvaient d'une vie d'échec et d'embarras. Finalement, Vanessa m'a tendu un dossier. Elle l'a fait glisser sur la table basse, comme si elle me présentait un document sacré. C'est pour le bien de la famille, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de condescendance. J'ai ouvert le dossier, et c'est là que j'ai réalisé jusqu'où ils étaient prêts à aller. À l'intérieur, il y avait des documents légaux, tous soigneusement organisés, et remplis de jargon juridique. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour en comprendre l'essentiel. C'était simple, ils me coupaient les ponts. Aucun héritage, aucun lien avec l'entreprise familiale, aucune association avec le nom de la famille. Pendant une seconde, j'ai simplement fixé les papiers. Pas parce que j'étais sous le choc, car je l'avais vu venir à des kilomètres, mais parce qu'il était hilarant de voir à quel point il prenait cela au sérieux. Il pensait vraiment que c'était une sorte de punition. Mon père s'est penché en avant, le ton grave et autoritaire. Ce n'est pas personnel, Alex. C'est une question de business. Tes actes ont des conséquences. J'ai haussé un sourcil. Mes actes? Tu as fait des choix qui ne s'alignent pas sur les valeurs de la famille, a renchéri Ethan, comme s'il lisait un script. Vanessa a acquiescé. Ce n'est pas seulement à propos de toi, Alex. C'est à propos de nous tous. Nous devons protéger le nom de la famille. J'avais envie de rire, mais je me suis retenu. À la place, j'ai feuilleté les documents, faisant semblant de les lire attentivement. Pendant tout ce temps, je sentais leur regard peser sur moi, attendant ma réaction. Finalement, j'ai levé les yeux, et j'ai demandé, je signe où? La pièce est plongée dans un silence de mort. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à ça. Ma mère a été la première à briser le silence. Alex, attends. Tu ne crois pas que tu devrais? Non, ai-je dit en la coupant. C'est exactement ce que vous voulez, n'est-ce pas? Me couper les ponts. Alors, finissons-en. Vanessa a cligné des yeux, visiblement déstabilisée. Il ne s'agit pas de te couper les ponts. Il s'agit de poser des limites. Des limites, ai-je répété avec un sourire en coin. Bien sûr, appelons ça comme ça. Mon père a montré le bas de la page. Signe juste ici. C'est ce que j'ai fait. J'ai attrapé le stylo, j'ai griffonné mon nom en bas, et j'ai rendu le dossier à Vanessa. Elle avait l'air de ne pas savoir si elle devait être soulagée ou insultée. C'est tout, ai-je demandé en me levant. Mon père a froncé les sourcils. Ce n'est pas une blague, Alex. Un jour, tu comprendras que c'était nécessaire. J'ai hoché la tête, étant déjà à moitié vers la porte. Ouais, je m'assurerai de vous envoyer une carte de remerciement, quand ce jour arrivera. En sortant, je sentais leurs yeux dans mon dos, mais je ne me suis pas retourné. Ils pensaient faire passer un message fort, mais tout ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était de prouver ce que je savais depuis toujours. Ils ne me comprenaient pas, et ils ne me comprendraient jamais. En retournant à mon atelier ce soir-là, je ne me sentais ni contrarié, ni vaincu. Honnêtement, j'étais soulagé. Cette réunion de famille n'était que la confirmation de quelque chose que je savais depuis des années. Je n'étais pas l'un d'entre eux. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais, ni de ce que j'avais construit, et ils n'avaient aucune envie de le découvrir. J'ai allumé les lumières de mon atelier. Le bourdonnement des tubes fluorescents m'était bien plus réconfortant que tout ce que j'avais pu ressentir dans cette maison surdécorée. Cet espace, c'était mon sanctuaire. Des murs couverts d'outils, des étagères remplies de pièces personnalisées, et des rangées de vélos en partie assemblés, qui attendaient que je leur donne vie. C'était tout à moi, construit de mes propres mains. Mon assistant, Ben, était encore là, en train de terminer des commandes en retard. Il a levé les yeux, quand je suis entré. Salut, alors, comment ça s'est passé? A-t-il demandé, en s'essuyant les mains sur un chiffon d'atelier. Ils m'ont renié, ai-je répondu d'un ton désinvolte, en jetant mon sac sur l'établi.
Ben a cligné des yeux. Attends, genre, officiellement? Ouais, ai-je dit, en attrapant un cadre à moitié terminé sur le râtelier, pour inspecter les soudures. J'ai signé les papiers et tout. Je ne fais plus partie de la famille. Il a laissé échapper un petit sifflement. La vache. Tu vas bien? J'ai haussé les épaules. Honnêtement, oui. Ils pensent m'avoir coupé les ponts, mais c'est moi qui les porte émotionnellement depuis des années. Ils m'ont rendu service. Nous avons travaillé en silence pendant un moment. Les seuls bruits provenaient du bourdonnement des outils, et des cliquetis métalliques occasionnels. C'était paisible, le genre de paix que je n'avais jamais connu, près de ma fausse famille. Quelques heures plus tard, je me suis connecté au tableau de bord de mon entreprise. Les chiffres suffisaient à me faire sourire. Les commandes crevaient le plafond. L'un de nos récents designs était devenu viral sur un forum de cyclisme spécialisé, et maintenant, les gens nous jetaient littéralement leur argent. Des demandes sur mesure, des commandes en gros de clients internationaux, et même des requêtes de quelques grandes marques, qui souhaitaient collaborer. C'était écrasant, mais de la meilleure façon possible. Ma boîte de réception était inondée de mails. Si la plupart étaient d'ordre professionnel, quelques-uns sortaient du lot. Il y en avait un d'un journaliste, qui voulait écrire un article sur moi pour un magazine Art de Vivre. Un autre venait d'un cycliste professionnel, qui voulait un vélo sur mesure pour sa prochaine compétition. Et puis, il y a eu celui qui m'a fait marquer une pause. Un client privé, offrant une somme d'argent absurde pour un design unique. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai ri. Ma famille pensait que je gâchais ma vie, à bricoler des vélos, mais ce bricolage me rapportait plus d'argent que leur commerce de bijoux ne le ferait jamais. Le fait est que, l'argent, je m'en suis toujours moqué. Ne vous méprenez pas, c'est agréable d'être financièrement stable, de ne pas avoir à se soucier des factures ou des dettes. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai commencé tout ça. J'ai commencé, parce que j'aimais ça. Parce que je voulais créer quelque chose de mes propres mains, quelque chose qui soit à la fois fonctionnel et beau. Quelque chose qui ait du sens. Mais l'argent, c'était un beau bonus. Et le meilleur, c'est que ça me permettait de continuer à construire sans faire de compromis. Je n'avais de compte à rendre à personne. Pas d'investisseurs, pas d'actionnaires, et certainement pas à ma famille. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Josh, mon associé, dans notre fast-food préféré. Josh est l'une de ces personnes qui ont toujours 10 coups d'avance sur tout le monde. Il est la raison pour laquelle nous avons pu développer l'entreprise si rapidement. Bon, a-t-il dit en se glissant sur la banquette face à moi. C'est quoi le plan? Pourquoi faire, ai-je demandé en sirotant mon café. Pour gérer ta famille, a-t-il répondu. Ils vont finir par revenir en rampant. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules. Qu'ils le fassent. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à m'inquiéter pour eux. J'ai de plus grandes choses sur lesquelles me concentrer. Josh a souri en coin. C'est de bonne guerre. En parlant de plus grandes choses, il faut qu'on parle de ça. Il a sorti son ordinateur portable, et m'a montré l'email d'un de nos fournisseurs. Il nous proposait un accord exclusif sur de nouveaux matériaux, mais nous devions nous engager sur une série de productions plus importantes que d'habitude. Est-ce qu'on peut gérer ça, ai-je demandé. Facilement, a assuré Josh. Avec les commandes qui rentrent, on pourrait doubler notre production et avoir encore de la marge. La question ne se pose même pas, fais-le, ai-je dit. Josh a souri de toutes ses dents. C'est fait. Au fil des semaines, la situation n'a fait que s'améliorer. L'article du magazine est sorti, et cela a changé la donne. Le journaliste avait rédigé un papier élogieux, racontant comment j'avais transformé ma passion pour les vélos en une entreprise florissante, avec des photos de notre atelier et de nos meilleures créations à l'appui. La réaction a été dingue. Les commandes ont triplé du jour au lendemain, et nos comptes sur les réseaux sociaux ont explosé, avec de nouveaux abonnés. Nous avons dû embaucher 2 personnes de plus, rien que pour répondre à la demande. Ben, qui était avec moi depuis l'époque du garage, a commencé à former les nouvelles recrues, tandis que je me concentrais sur la conception de notre prochain grand projet. C'était épuisant, mais de la meilleure des manières. De temps en temps, je pensais à ma famille. Pas avec tristesse ou nostalgie, mais plutôt par curiosité. Je me demandais s'ils avaient vu l'article, ou s'ils avaient entendu parler de mon entreprise. Une part de moi voulait qu'ils sachent, juste pour voir l'expression de leur visage.
Mais une autre part s'en fichait royalement. J'étais trop occupé à construire quelque chose de vrai, quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. Un jour, j'ai reçu l'appel d'une marque fabriquant des équipements de plein air haut de gamme. Ils voulaient collaborer sur un vélo en édition limitée, pour leur prochaine gamme de produits. C'était le genre de partenariat qui pouvait nous propulser au niveau supérieur. Et je n'aurais pas pu dire « oui » plus vite. Josh et moi avons passé des semaines à peaufiner les détails, travaillant tard le soir, pour nous assurer que tout soit parfait. Quand les prototypes ont été prêts, j'ai su que nous tenions quelque chose d'exceptionnel. Le lancement a été un succès massif. Les vélos se sont vendus en quelques heures, et le buzz autour de la collaboration nous a mis sous les projecteurs d'une façon inédite. Soudainement, nous n'étions plus seulement une petite entreprise de niche. Nous étions devenus une marque. Et pendant tout ce temps, ma famille est restée silencieuse. Pas un appel, pas un SMS, rien. Je ne savais pas s'ils m'ignoraient, ou s'ils n'avaient simplement aucune idée de ce que je faisais. Quoi qu'il en soit, cela m'importait peu. Leur silence n'a cependant pas duré bien longtemps. Tout a commencé par un SMS, il faut qu'on parle. Affaires familiales urgentes. C'est Vanessa qui a brisé la glace en premier, comme je l'avais imaginé. Mes frères et sœurs étaient d'une prévisibilité affligeante. Elle a toujours aimé jouer les pacificatrices quand la situation dégénérait. Mais sa version de la paix consistait généralement à s'assurer que tout le monde la voyait comme la voix de la raison. Je l'ai ignoré. Puis un autre message est arrivé, d'Ethan cette fois, « Alex, voyons-nous. Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Ça m'a fait rire aux éclats. Un malentendu. Le même gars qui était assis là, avec sa posture parfaite, à me regarder renoncer à mon héritage, pensait maintenant qu'il y avait eu un petit problème de communication. C'est ça, oui. Je ne lui ai pas répondu non plus. Les textos ont continué à affluer pendant les jours qui ont suivi, chacun plus désespéré que le précédent. Daniel a fini par se manifester lui aussi, bien que son message soit aussi paresseux que lui, « Yo, t'es dans le coin ?» Il se passe des trucs. Un vrai poète, celui-là. Mais le message qui m'a fait faire une pause venait de mon père, « Rentre à la maison. On a besoin de toi. » C'est là que j'ai compris que quelque chose avait changé. Mon père ne demandait jamais rien. Il ordonnait, s'attendait à ce que ce soit fait, exigeait. Rentre à la maison, était ce qui se rapprochait le plus d'une supplication venant de lui. Au début, je n'étais pas sûr de vouloir répondre. Une part de moi voulait voir jusqu'où ils iraient. Mais une autre savait qu'ils finiraient par passer à la vitesse supérieure. Ce n'était pas dans leur nature de laisser couler. Ils avaient besoin de contrôler les choses, et je ne jouais plus selon leurs règles. Une semaine plus tard, Josh et moi étions dans l'atelier, quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, Alex », a dit une voix familière, avec un ton trop formel. C'était Ethan. « Il faut qu'on parle. » J'ai levé les yeux au ciel. « J'ai eu tes messages. Qu'est-ce que tu veux ?» Il a hésité une seconde, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est au sujet de l'entreprise familiale. Ah, voilà. L'entreprise familiale, évidemment. Nous rencontrons quelques défis, a-t-il admis, et je pouvais pratiquement entendre la douleur dans sa voix, en prononçant ce mot. Ce n'est pas une très bonne période pour nous, et nous pensons que tu pourrais nous aider. Que je pourrais aider? Ai-je demandé en m'adossant à ma chaise, avec un sourire en coin. C'est intéressant. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais une honte pour la famille. Mes choix n'étaient pas alignés sur vos valeurs. Tu t'en souviens? Alex, a répondu Ethan, son ton basculant vers cette voix condescendante de grand frère qu'il adorait prendre. Ne restons pas bloqués sur le passé. Ceci nous dépasse tous. J'ai ri. Non, ça ne nous dépasse pas. Ça te concerne, toi, Ethan, ainsi que Vanessa et papa. Ça concerne le fait qu'aucun de vous ne sait comment s'adapter à un monde qui évolue plus vite que vous. Il a essayé de répliquer, mais je l'ai coupé. Je suis occupé, Ethan. Si l'entreprise a du mal, vous auriez peut-être dû y penser, avant de décider que je n'étais pas assez bien pour faire partie de la famille. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. C'était très satisfaisant. L'offensive suivante a eu lieu quelques jours plus tard, quand Vanessa a débarqué à mon atelier sans prévenir. J'étais en train de peaufiner une création sur mesure pour un nouveau client, quand j'ai vu sa voiture entrer sur le parking.
Elle est sortie avec ses talons de créateur et ses lunettes de soleil, comme si elle entrait dans une boutique de luxe, et non dans un endroit où la graisse et le métal constituaient la décoration principale. Je l'ai rejointe à la porte, sans prendre la peine de cacher mon agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle m'a offert l'un de ses sourires trop parfaits. « Alex, il faut qu'on parle. »« Je travaille, » ai-je dit en croisant les bras. « Ça ne sera pas long, » a-t-elle insisté, en se glissant devant moi pour entrer dans l'atelier. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, clairement pas impressionnée par ce chaos organisé. « Alors, c'est ça que tu as fait ? Des vélos ? » « Ouais, » ai-je dit, sans rien ajouter. Elle a soupiré, et s'est tournée face à moi. « Écoute, la situation n'est pas brillante en ce moment. L'entreprise est en difficulté, et papa le vit mal. Ethan essaie de maintenir le cap, mais... » Elle a laissé sa phrase en suspens, attendant que j'intervienne pour sauver la situation. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle a lâché « On a besoin de toi, Alex. » Ces mots ont résonné différemment, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Pendant des années, c'est moi qu'ils avaient rejeté, moi qui n'étais jamais à la hauteur. Et maintenant? Maintenant, c'était eux qui avaient besoin de moi. « Que penses-tu exactement que je puisse faire ?» ai-je demandé en m'appuyant contre l'un des établis. « Tu as toujours été doué pour trouver des idées créatives, » a-t-elle répondu, avec un ton juste un peu trop mielleux. « Et tu t'en sors visiblement très bien ici, de ton côté. » Très bien, ai-je demandé en levant un sourcil. Elle a tressailli, réalisant son erreur. Je ne voulais pas le dire comme ça. C'est juste que... Nous avons des ennuis, Alex. Le marché change, et nous ne nous sommes pas adaptés assez vite. Les ventes sont en baisse et papa. Eh bien, il est trop fier pour admettre que nous avons besoin d'aide. Mais Ethan et moi pensons que tu pourrais apporter quelque chose de nouveau. Je l'ai fixé pendant un long moment, laissant ses paroles flotter dans l'air. C'était Vanessa. La même personne qui se moquait autrefois de mon projet. La même personne qui m'avait dit un jour que je gâchais mon potentiel. Et la voilà, en train de demander mon aide. C'était jouissif. Que les choses soient claires, ai-je fini par dire. Tu veux que je revienne pour réparer l'entreprise, après tout ce que vous m'avez fait subir? Elle a hoché la tête. Nous avons fait des erreurs. Je l'admets. Mais nous essayons d'arranger les choses. J'ai penché la tête, faisant semblant d'y réfléchir. Ouais, non. Ça ira pour moi. Le visage de Vanessa s'est décomposé. Alex, je t'en prie. Ce n'est pas seulement à propos de nous. C'est à propos de l'héritage. Votre héritage, l'ai-je corrigé? Pas le mien. J'ai déjà quelque chose dont je suis fier, et cela n'implique pas de supplier les gens d'acheter des colliers hors de prix. Sa façade impeccable s'est fissurée une seconde, et j'ai vu un éclair de frustration. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, j'ai ouvert la porte et je lui ai fait signe de partir. Passe une bonne journée, Vanessa. Puis, une semaine plus tard, mon père en personne a débarqué à l'atelier, l'air plus fatigué et usé que je ne l'avais jamais vu. Il n'a même pas pris la peine de faire des politesses. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, la voix basse et sérieuse. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, en croisant les bras. Ah bon, vraiment? Il a soupiré, et passé une main dans ses cheveux grisonnants. Alex, je l'admets. Nous avions tort à ton sujet, à propos de tout. L'entreprise est en train de couler. Je ne peux pas la sauver. Ton frère ne peut pas la sauver. Nous avons besoin de ton aide. Je l'ai regardé longuement, laissant le poids de ses mots s'installer. Cet homme, qui avait toujours prêché la fierté et la réputation, se tenait là, devant moi, en train de me supplier presque de l'aider. Je vais y réfléchir, ai-je dit, finissant par m'écarter pour le laisser entrer. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que la situation s'était totalement inversée. Quand j'ai dit à mon père que j'allais y réfléchir, je n'avais pas l'intention de les tirer d'affaire si facilement. S'ils voulaient que je sauve l'entreprise familiale, ils allaient devoir transpirer un peu. Pour une fois dans leur vie, ils devaient comprendre ce que ça faisait de ne pas avoir toutes les cartes en main. Les jours suivants, je les ai laissés mariner. Pas d'appel, pas de texto, rien. Je ne les ignorais pas par mesquinerie. Bon, d'accord, peut-être un petit peu. Je voulais qu'ils réalisent qu'ils n'avaient plus le contrôle. Ils m'avaient renié comme si je n'étais rien.
Et maintenant, ils tournaient autour de moi, désespérés de me voir les rejoindre. Je n'allais pas leur rendre la tâche facile. Josh, évidemment, trouvait toute cette situation à mourir de rire. Donc, résumons un peu, a-t-il dit en s'appuyant contre l'établi, pendant que j'ajustais un cadre. Ils ont besoin de toi pour sauver leur boîte, mais ils ne se sont pas excusés, et ils n'ont certainement pas reconnu à quel point ils ont tout foiré. C'est à peu près ça, ai-je répondu avec un sourire en coin. Et tu les laisses mijoter dans leur jus? J'ai haussé les épaules. Ça me semble juste. Josh a éclaté de rire. Mec, j'aimerais avoir ta patience. À ta place, je leur frotterai le nez dedans, à chaque occasion. Oh, ne t'en fais pas, ai-je répondu. Ils auront ce qu'ils méritent. Mais ça ne se fera pas à leurs conditions. Quelques jours plus tard, Vanessa a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Alex, a-t-elle dit, avec une voix excessivement enjouée. Merci de répondre enfin. Je commençais à croire que tu nous évitais. J'ai ignoré la provocation. Qu'est-ce que tu veux? Elle a hésité, et j'ai bien senti qu'elle essayait de trouver la bonne formulation, pour la requête qu'elle s'apprêtait à faire. Je voulais prendre de tes nouvelles. Savoir si tu avais réfléchi, tu sais, à l'idée d'aider l'entreprise familiale. J'y ai réfléchi, ai-je répondu. Et j'ai quelques conditions. Elle est restée silencieuse un instant. D'accord. Quel genre de conditions? Je veux le contrôle total, ai-je déclaré, en savourant l'instant. Voici le marché. Je reprends l'entreprise. Vous y resterez en tant qu'employé. Aucun titre, aucun pouvoir, juste de simples travailleurs. Vous répondrez à mes ordres. Vanessa s'est presque étranglée. Attends. Le contrôle total? Alex, c'est non négociable. Je l'ai coupé net, si ça ne vous plaît pas, trouvez quelqu'un d'autre pour nettoyer votre bazar. Elle a bafouillé un peu, essayant d'argumenter, mais je suis resté inflexible. Finalement, elle a dit qu'elle en parlerait à papa et à Ethan, et qu'elle reviendrait vers moi. Le lendemain, mon père s'est de nouveau pointé à l'atelier. Il avait l'air un peu plus présentable cette fois, mais le désespoir dans ses yeux était toujours là. Vanessa m'a fait part de tes conditions, a-t-il dit, dès qu'il est entré. Il a soupiré. C'est beaucoup demandé, Alex. Tu nous demandes de te céder l'entreprise que ta mère et moi avons bâtie de zéro. Je me suis appuyé contre l'établi, les bras croisés. Non, je vous demande de me céder l'entreprise qui est en train de couler, parce qu'aucun de vous ne sait s'adapter. Si vous voulez que je la sauve, vous devez me laisser la diriger à ma façon. Sinon, à quoi bon? Il n'a rien dit pendant un long moment. Je pouvais voir le conflit intérieur sur son visage. Finalement, il a hoché la tête. Très bien. Tu peux avoir le contrôle total. Mais il y a une condition. Ça y est, on y vient, ai-je murmuré. Je veux que tu gardes le nom de la famille attachée à l'entreprise, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il nous reste. J'y ai réfléchi un instant. Ce n'était pas une demande déraisonnable, et honnêtement, le nom m'importait peu. Marché conclu, ai-je répondu. Le vrai plaisir a commencé, une fois que la famille a signé à contre-cœur les papiers m'accordant le contrôle total. Je n'ai pas perdu une seconde pour me plonger dans le vif du sujet. S'ils pensaient que ce serait une transition lente et douce, où ils pourraient débattre ou remettre en question mes décisions, ils avaient tout faux. Ce n'était pas une démocratie. C'était une dictature, et c'était moi qui tenais les rênes. La première chose que j'ai faite après avoir pris les commandes, a été de démanteler leur précieuse hiérarchie. Ethan dirigeait les opérations comme s'il passait une audition, pour une émission de télé-réalité sur les cadres incompétents. Son idée du leadership consistait à hurler sur les gens quand ça allait mal, et à s'approprier le mérite quand ça allait bien. Ça n'allait pas passer. J'ai convoqué une réunion du personnel au siège social. Tous les directeurs, chefs de département, et employés clés étaient invités. Ma famille était présente aussi, mais ils avaient l'air incroyablement mal à l'aise. Assis dans leur coin, comme des gamins attendant que le directeur de l'école leur passe un savon. Bien, ai-je commencé en me tenant en bout de table. Mettons les choses au clair. L'ancienne façon de faire est morte. Désormais, cette entreprise fonctionne au résultat, pas au népotisme. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil nerveux à Ethan. Il me fusillait du regard,
comme si je venais d'insulter toute son existence. J'ai pointé le tableau blanc derrière moi, où j'avais défini une stratégie claire. Nous rationalisons tout. Fini les budgets gonflés, les frais généraux inutiles, et les pratiques obsolètes. Si vous avez des idées, je veux les entendre. Si vous étiez coincé sous des couches de bureaucratie, cela s'arrête aujourd'hui. C'est l'occasion de prouver de quoi vous êtes capable. Une des responsables a levé la main. Et qu'en est-il de la famille? J'ai souri d'un air narquois. Ils seront soumis aux mêmes normes que tout le monde. Sans aucune exception. Ethan a poussé un soupir de mépris, mais je l'ai ignoré. Vanessa avait l'air de vouloir ramper sous la table. Et Daniel? Eh bien, Daniel était à moitié endormi. Un classique. Ensuite, je me suis attaqué aux boutiques. La moitié d'entre elles perdaient de l'argent, car elles n'avaient pas été rénovées depuis des décennies. Les présentoirs étaient vieillots, l'agencement était déroutant, et le personnel avait l'air d'attendre qu'on l'achève. J'ai immédiatement fermé les magasins les moins rentables. Certains employés étaient contrariés, ce que je comprenais, mais je me suis assuré de leur offrir des indemnités de départ, et une aide au reclassement. Il ne s'agissait pas de punir les gens, il s'agissait de sauver l'entreprise. Les boutiques restantes ont subi une refonte complète. J'ai fait appel à des designers pour moderniser les espaces. Nous en avons fait des showrooms élégants et minimalistes, qui mettaient en valeur les produits, plutôt que de s'appuyer sur des techniques de vente douteuses. J'ai également introduit un nouveau système d'inventaire, rendant la recherche et l'achat plus facile pour les clients, que ce soit en magasin ou en ligne. En parlant de vente en ligne, c'était un autre domaine majeur où l'entreprise avait pris l'eau. Leur site internet semblait bloqué en 2005, avec une navigation laborieuse et des photos floues. J'ai tout jeté à la poubelle, et engagé une équipe de développeurs pour créer un nouveau site à partir de zéro. Il était rapide, ergonomique, et optimisé pour les mobiles. Dans les semaines qui ont suivi son lancement, les ventes en ligne sont montées en flèche. Ensuite, ce fut au tour des gammes de produits. C'est là que j'ai vraiment apposé ma marque. Depuis des années, l'entreprise produisait inlassablement les mêmes designs, des bijoux voyants, hors de prix, destinés à une clientèle vieillissante. C'était très bien pour un public plus âgé, mais cela ignorait totalement les clients plus jeunes, qui recherchaient quelque chose de frais et moderne. J'ai lancé une nouvelle collection, axée sur des designs minimalistes et durables. Imaginez des pièces élégantes, fabriquées à partir de matériaux recyclés, avec un accent sur le savoir-faire artisanal, et l'histoire du produit. Chaque bijou était accompagné d'une carte, expliquant d'où provenaient les matériaux et comment ils avaient été réutilisés. Ça a été un succès. Les gens ont adoré l'idée de posséder une pièce unique, qui ne se faisait pas au détriment de l'environnement. Au début, Vanessa a détesté l'idée. Elle soutenait que c'était trop risqué, et que ce n'était pas ce que nos clients attendaient. Mais quand les chiffres ont commencé à tomber, elle a bien dû admettre que j'avais raison. Bien sûr, tout ne s'est pas passé sans heurts. Il y a eu plein de moments où j'ai dû faire face à de la résistance, principalement de la part de ma propre famille. Ethan, en particulier, semblait déterminé à me saper à chaque occasion. Il me prenait à part après les réunions, pour me dire des choses comme « Tu es sûr que c'est la bonne décision ?» Je veux dire, tu es nouveau à ce niveau de gestion. Je me contentais de sourire, et de répondre « Tu es libre de te retirer, si tu penses ne pas pouvoir supporter ces changements. » En général, ça lui clouait le bec. Quant à Daniel. Franchement, la moitié du temps, je ne savais même pas ce qu'il faisait. Il arrivait en retard aux réunions, quand il y venait, et n'apportait rien. J'ai fini par lui confier un rôle mineur, dans la gestion des réseaux sociaux de l'entreprise. Ça l'occupait juste assez pour qu'il ne fasse pas de vrais dégâts. Malgré les difficultés, les résultats parlaient d'eux-mêmes. En 6 mois, l'entreprise était devenue méconnaissable, pour le mieux. Les ventes étaient en hausse à tous les niveaux. Les nouvelles lignes de produits recevaient des critiques dithyrambiques. Et nous avions même commencé à attirer une clientèle plus jeune, et plus à l'aise avec la technologie. Le meilleur dans tout ça, c'est que ma famille commençait à ressentir le transfert de pouvoir. Ils avaient passé toute leur vie au sommet de la chaîne alimentaire. Mais maintenant, ils n'étaient plus que de simples employés, comme tout le monde. Ils me devaient des comptes. Un jour, j'ai convoqué une réunion avec nous 4 uniquement, moi, papa, Ethan, et Vanessa. Je voulais m'assurer qu'ils comprenaient parfaitement quelle était notre position. Soyons clairs, ai-je dit,
en m'adossant à ma chaise. Cette entreprise est à moi, désormais. Si vous voulez rester, vous ferez les choses à ma façon. Si ça ne vous plaît pas, la porte est là. Mon père a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Ethan avait l'air de vouloir protester, mais Vanessa a posé une main sur son bras, et a secoué la tête. Je suis sérieux, ai-je poursuivi. Je ne suis pas ici pour maintenir l'héritage familial en vie. Je suis ici pour construire quelque chose de meilleur. Si cela implique de tirer un trait sur le passé, qu'il en soit ainsi. Pour une fois, personne n'a rien trouvé à redire. Le vrai tournant s'est produit lorsque l'un des plus grands salons professionnels du secteur nous a invités à présenter la nouvelle collection. C'était le genre d'événement qui pouvait faire ou défaire la réputation d'une entreprise. Et j'étais déterminé à faire forte impression. J'ai conçu le stand moi-même, créant une expérience élégante et immersive, qui mettait en valeur les designs durables, tout en racontant l'histoire de la transformation de l'entreprise. Ma famille était là, évidemment. Mais cette fois, ils n'étaient pas les vedettes du salon. C'était moi. Les clients, les journalistes, et les leaders de l'industrie ont afflué sur notre stand. Ils ont salué notre nouvelle direction, et demandé comment nous avions réussi à redresser la barre si rapidement. Je me suis assuré de rendre à César ce qui appartenait à César, principalement aux employés qui avaient travaillé sans relâche pour que tout cela se réalise. En regardant les gens admirer les pièces que j'avais contribué à créer, j'ai ressenti une fierté inédite pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de sauver une entreprise. Il s'agissait de me prouver, à moi-même ainsi qu'à eux, que j'étais capable de bien plus de choses qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. À la fin du salon, nous avions décroché plusieurs nouveaux partenariats, et le buzz autour de la marque n'avait jamais été aussi fort. Ma famille commençait enfin à comprendre que je n'étais plus le mouton noir. J'étais celui qui menait la charge. Puis un jour, le moment que j'attendais est arrivé. Nous venions de terminer une réunion de bilan trimestriel, où j'avais présenté quelques-uns des meilleurs chiffres que l'entreprise ait jamais connus. Je clôturais ma présentation, quand mon père s'est raclé la gorge. « Alex » a-t-il dit, la voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Je voulais juste te dire que je suis fier de toi. Tu as accompli ce qu'aucun d'entre nous n'aurait pu faire. Tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise, tu l'as améliorée. » La pièce est restée muette. Même Ethan et Vanessa semblaient surpris. « Merci » ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Vanessa a enchaîné, « Papa a raison. Nous aurions dû voir ton potentiel plus tôt. Tu as emmené cette entreprise là où nous n'aurions jamais cru possible. » Ethan a acquiescé à contre-cœur. « Tu nous as tous donné tort. Je peux le reconnaître. » C'était un sentiment étrange de les entendre l'admettre à haute voix. « Nous en avons discuté » a poursuivi mon père en jetant un coup d'œil aux autres. « Nous aimerions arranger les choses. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour nous. La famille. » Elle était là, l'excuse, le rameau d'olivier. Je me suis adossé à ma chaise, laissant leurs mots flotter dans l'air pendant un instant. « J'apprécie le geste » ai-je dit. « Mais soyons honnêtes. Vous ne vouliez pas de moi dans la famille, jusqu'à ce que je devienne utile. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. » Vanessa a baissé les yeux, clairement mal à l'aise, mais elle n'a pas protesté. « Ça ne m'intéresse pas de faire semblant que tout va bien. Je peux accepter que notre relation actuelle fonctionne. Nous travaillons ensemble, c'est tout. Je n'attends rien de plus de vous. » Ethan a froncé les sourcils. « Alex, franchement. On est une famille. On a fait des erreurs, mais on essaie de réparer les choses. Vous essayez de réparer les choses parce que vous n'avez pas le choix, ai-je rétorqué, en gardant un ton calme. Si cette entreprise avait coulé, vous ne seriez pas là en ce moment. Ne réécrivons pas l'histoire. » Mon père avait l'air de vouloir discuter, mais il a soupiré et hoché la tête. « C'est de bonne guerre. Voici le marché, ai-je dit en me levant et en rassemblant mes notes. Je vais continuer à diriger l'entreprise, et vous allez continuer à faire votre travail. Mais en dehors de ça, on en reste là. Fini de jouer à la famille heureuse. Nous avons essayé, et ça n'a pas marché. » La pièce était silencieuse, alors que je quittais la réunion. Mais je ne me sentais pas mal pour autant. Je n'étais ni en colère, ni amer. Je savais simplement où j'en étais. Et je n'allais plus jamais les laisser franchir cette limite.